Je suis partie d'une phrase de Paul Ricoeur où il définit, donc c'est dans les 3 niveaux du jugement médical, donc un texte qui date de 1996, il définit la médecine comme une pratique d'un genre particulier. Je me suis donc interrogée sur la particularité de cette pratique de la médecine et sur le genre de cette pratique. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la médecine? Elle est particulière parce que c'est une pratique qui a pour objet un corps qui n'est pas seulement un corps. C'est-à-dire, comme le dit Ricoeur, qui est à la fois la chair d'un être personnel et un objet d'investigation observable. Dans cette définition de Ricoeur, l'ordre a son importance. C'est d'abord la chair d'un être personnel avant d'être un objet d'investigation. C'est aussi une pratique particulière puisqu'elle a pour objet la santé d'un sujet qui ne peut pas seulement être patient, mais qui demande aussi à être agent de sa propre guérison ou de sa rémission. Et c'est enfin une pratique particulière parce que un homme agit sur un autre homme, donc l'inscrit dans une situation de passivité, alors que cet homme lui-même demande à être actif. Donc c'est une pratique qui est traversée de tensions, de paradoxes, qui va être à la fois le lieu d'une confiance excessive, celle que met le patient dans son médecin, et en même temps d'une défiance qui tient précisément à cette confiance trop grande qu'il accorde au pouvoir du médecin et à sa capacité à le guérir. C'est donc la pratique d'un savoir d'un spécialiste sur un patient, d'un homme sur un autre, une pratique qui doit s'inscrire dans une relation que ni l'un ni l'autre n'ont choisie, c'est-à-dire les situations où l'on choisit son propre patient ou où l'on choisit son propre médecin sont finalement assez rares. Donc une relation imposée de l'extérieur et qui pourtant va prendre l'intensité de certaines relations choisies. C'est une relation humaine où vont être intensifiées, précisément parce qu'elles s'inscrivent sur le fond d'une souffrance, d'une attente et d'une urgence, vont être intensifiées donc les relations et les tensions caractéristiques des relations humaines, puisqu'elles touchent aux questions fondamentales de la vérité, du pouvoir et de la confiance. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, dans la relation patient et médecin, ou dans la relation médecin-patient, on va retrouver tous les enjeux fondamentaux d'une vie, c'est-à-dire les enjeux d'identité, la question du bonheur ou tout au moins la question du bien vivre. Cette distinction sera importante. On voit que le vocabulaire de Ricoeur oscille un petit peu sur ce plan. Est-ce que l'enjeu c'est le bonheur ou est-ce que c'est pas déjà une attente démesurée à l'encontre de la médecine que de présupposer qu'elle est capable de nous rendre heureux, sans aucun doute. En tout cas, du bien vivre ou du mieux vivre quand on est dans la souffrance. Donc tous ces enjeux extrêmement intenses vont être condensés dans une relation éphémère, souvent contrainte, accidentelle, discontinue. Donc une relation étrange qui va s'inscrire dans des temporalités particulières, qui peuvent être notamment celles de la crise ou de la répétition dans la maladie chronique. Et la nature étrange de cette alliance va faire en même temps sa force. C'est-à-dire on est là dans une situation où un étranger fait tout ce qui est en son pouvoir pour en soigner un autre. C'est là sans doute ce qui fait l'humanité du geste et de l'attention médicale, le fait de prendre soin des hommes à travers un patient, mais c'est aussi ce qui va être à la source d'une tension, c'est-à-dire, comme le dit bien Ricoeur dans ce même texte sur lequel je m'appuie, prendre soin de son patient sans perdre de vue le soin et la santé des autres. Toutes ces idées ont déjà été évoquées, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'idées que je retrouverai, donc pardon par avance si c'est un effet de répétition, mais la question se posera effectivement de cette conjonction de la santé de l'un et de la santé des autres. Donc le premier point qui motive ce texte de Ricoeur, c'est une alarme, une inquiétude face à une disparition, la disparition de la dimension humaniste de la pratique médicale. Ricoeur dit que l'orientation humaniste de la pratique médicale se trouve aujourd'hui de plus en plus menacée. Il fait donc quelque chose comme le constat d'une pathologie de la médecine contemporaine qui tient sans doute à plusieurs éléments qu'on peut facilement retrouver, qu'il évoque lui-même. D'une part, la
tendance à la fragmentation du patient du fait des différentes spécialités qui vont disséquer le patient de manière anatomique en autant d'organes et qui vont le traiter de manière fragmentée, ce qui va multiplier les interlocuteurs du patient et qui va disséminer finalement la relation patient-médecin, et puis fragmentation qui évidemment va de pair avec une objectivation du patient qui va être parfois réduit ou résumé, et même appelé du nom de son organe défaillant. Autre élément facile à comprendre, qui est vrai au moment où Ricoeur écrit, donc dans les années 90, mais qui l'est encore plus aujourd'hui, la médecine est menacée d'être assimilée à d'autres pratiques, notamment à des pratiques de service. On pourrait alors fondre la médecine dans la masse des pratiques commerciales. Or, précisément, comme le rappelle Ricoeur, la médecine n'est pas un commerce, je cite, même s'il dit qu'il ne faut pas pour autant négliger son coût financier. Donc on n'est pas dans une utopie du fonctionnement de la médecine, mais il y a ici quelques affirmations que là encore il faut hiérarchiser, un ordre d'importance qui n'est pas négligeable, et le patient n'est pas une marchandise. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on stocke, qu'on déplace, qu'on délocalise en fonction des coûts ou en fonction de la place. Ces différentes pathologies de la médecine contemporaine sont évidemment parfois aggravées par un certain nombre de structures institutionnelles, administratives, de pratiques techniciennes qui vont toutes ensemble concourir à corrompre, comme dit Ricoeur, le pacte de soins. Donc, ce qu'on peut retenir de ce rappel rapide, c'est que la médecine n'est pas un service, parce que, comme le dit Ricoeur, elle n'est pas une réponse à une demande et pas une réponse à un désir. Elle ne doit sans doute pas le devenir. De toute façon, si la médecine est une réponse, dit Ricoeur, elle sera toujours insatisfaisante. Si on la considère comme un service, on la considérera toujours comme un service défaillant. Pourquoi ? Parce que le patient en demande toujours trop, dit Ricoeur. Quoi qu'il arrive, la médecine ne sera jamais à la hauteur de ce qui est attendu par le patient, puisque le patient est dans ce que Ricoeur appelle, dans un texte qui s'intitule « La souffrance n'est pas la douleur », qui date de 1992, parce que la demande du patient est toujours démesurée. Ricoeur dit donc dans ce texte « La démesure du souffrir appelle la démesure inverse d'un recours hors norme ». Donc on voit bien que la plainte du patient, son appel à être aidé, à être soigné, sera toujours insatisfaite, parce que cette plainte est l'expression d'une démesure qu'il ressent en lui, c'est-à-dire la démesure de la souffrance. Donc de toute façon, la médecine ne rentre pas dans la catégorie de service. Elle est par essence ou par nature ce qui laissera nécessairement le patient insatisfait. Et le constat que fait Ricoeur dans les années 90, à mon avis, n'a fait que s'aggraver, puisque précisément, ce qu'il esquissait, et qui a déjà été dit, c'est que ce caractère démesuré des attentes est sans doute de plus en plus grand. Ricoeur parlait déjà à l'époque d'une attente insensée de la part des patients mise dans l'intervention de la médecine, puisque Ricoeur dit pourquoi pas on finira par demander à la médecine l'immortalité. D'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement, il me semble, tout ça c'est évidemment sujet à discussion, mais des attentes de plus en plus démesurées de la part d'un public vis-à-vis des pouvoirs de la médecine. Il faut donc se demander si on peut faire une distinction entre les désirs et les besoins que les hommes expriment à l'encontre de la médecine, et plus exactement à l'encontre d'un médecin, puisque c'est toujours un interlocuteur qui reçoit l'ensemble de ces demandes. La question que ça cache, c'est comment identifier une réelle souffrance. C'est-à-dire que derrière cette question du besoin ou du désir, derrière cette distinction, on peut avoir des questions concrètes. Est-ce que, par exemple, demander le droit à avoir un enfant sans handicap, c'est une demande légitime. Ce droit à la santé ou le droit à l'enfant de manière générale, quelle que soit sa sexualité, ce type de revendications, jusqu'où elles sont de l'ordre du luxe, du désir,
et à partir de quand elles sont l'expression d'une réelle souffrance. De manière plus générale, ce qu'on va voir apparaître, c'est qu'on attend de la médecine qu'elle réponde à l'ensemble de nos souffrances ou peut-être même de nos insatisfactions. Ce qui fait que sans doute on oublie à quoi elle répond au départ, et que Ricoeur va répéter à plusieurs reprises. Elle répond à une plainte, à l'expression d'une souffrance, et donc on retrouve cette question de la légitimité de la souffrance. Et Ricoeur évoque la possibilité que la médecine se voit reprocher finalement de ne pas être capable de répondre à notre souffrance d'être finie. C'est-à-dire que finalement, il faudrait qu'elle nous libère de notre humanité et qu'elle nous fasse sortir de cette contingence qui est la nôtre. Donc que la médecine cesse d'être humaine finalement, puisqu'il faudrait qu'elle cesse de nous considérer comme des êtres humains et qu'elle nous aide à sortir donc de cette finitude qui nous définit. Derrière ces questions, on retrouve des questions qui sont posées autrement dans l'œuvre de Georges Canguilhem, notamment dans un texte qui s'intitule « Pédagogie de la guérison ». S'il y a une pédagogie de la guérison, il y a aussi sans doute une pédagogie de la mortalité, c'est-à-dire que ce qu'on voit exprimé par certains à l'encontre de la médecine ou face à la médecine, c'est le désir de se libérer de ce dont on ne peut pas se libérer, donc cette finitude. Et Canguilhem finit ce texte, je me souviens bien, sur une citation de Fitzgerald, qui est « Toute vie est bien entendu un processus de démolition ». Et il faudrait peut-être commencer par ce type de rappel pour voir après comment, dans ce cadre-là, accepter celui d'une finitude et d'une fin inévitable, la médecine peut aider l'homme véritablement. Donc, aujourd'hui, sans doute, encore plus qu'à l'époque où Ricoeur écrit ses textes, ce qu'il dit sur nos attentes démesurées est de plus en plus vrai. Et la définition de la zone d'action, si on peut dire, ou du domaine d'action de la médecine, me semble-t-il, ne doit pas, et peut-être ne peut pas aussi, être indéfiniment étendue. Ou alors, on parle d'autre chose, on invente un autre terme, mais il me semble qu'ici, on attend de la médecine autre chose que ce qu'elle peut faire et peut-être même que ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire alors ? Eh bien, je vais reprendre l'expression d'un philosophe contemporain qui est Pierre Zaouy. Plus exactement, reprendre l'un de ses titres. Je pense que le médecin nous aide à traverser la catastrophe. C'est-à-dire que le médecin répond non pas à un désir, il répond à un besoin fondamental, il répond à l'expression d'une plainte, dit Ricoeur, qui est un appel, qui est l'expression de sa souffrance, de la souffrance forte du malade ou du souffrant de manière plus générale. Or, la plainte, à la différence du désir, ne veut pas qu'on lui livre quelque chose, elle veut qu'on la délivre. Le patient veut qu'on le libère de la souffrance et donc étymologiquement qu'on le remette dans une situation de sujet libéré et si possible même libre. Donc délivrer de la souffrance, c'est, entre guillemets, tout simplement, permettre à un sujet de recouvrer une certaine liberté. Et cette liberté, Ricoeur la thématise très simplement, en apparence très simplement, c'est la liberté de parler, d'agir et d'exister. Ce qui attend le patient du médecin, c'est de sortir de l'isolement de la souffrance ou encore, comme le dit Ricoeur, de la solitude du souffrir. Donc la médecine, c'est une relation qui prend en charge une souffrance toujours singulière. Et si c'est une pratique particulière, c'est parce que c'est une pratique du particulier, c'est-à-dire la prise en charge de la souffrance d'un individu particulier, dans sa singularité clinique et biologique, mais aussi dans la singularité de son identité et de la manière dont il vit sa souffrance. Souffrance qui est très différente et dont on pourrait presque dire qu'elle est déliée de la gravité de son cas sur le plan biologique, donc d'un point de vue purement médical au sens technique. Donc la médecine est une relation singulière parce qu'elle est dissymétrique et que pourtant elle présuppose une alliance. Elle est singulière parce qu'elle prend en charge la singularité du patient et qu'elle met cette singularité de son identité et de sa manière de vivre sa pathologie au centre de sa pratique. Et Ricoeur ici se rappelle de ce que disait Aristote, qui disait « on ne soigne jamais telle maladie, on soigne toujours la maladie de tel homme », c'est-à-dire la manière dont
un individu vit cette maladie qui n'est pas la même dont son voisin vivra la même maladie. Donc pratique singulière dont l'objet est la singularité du malade et la singularité de la maladie qu'il vit. Et donc traverser la catastrophe avec le patient ou l'aider à la traverser, c'est l'accompagner de manière personnalisée, de telle manière que le soin permette à l'individu souffrant qui est au milieu de cette catastrophe de maintenir autant que possible son identité propre et l'estime de soi. Tout ça, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, bien mieux, donc je ne vais pas y insister. Mais Ricoeur définit bien dans le texte qui s'intitule « La souffrance n'est pas la douleur » à quel point la maladie peut être assimilée à une catastrophe intime. Il le dit aussi dans les 3 niveaux du jugement médical. Il dit que la découverte de la vérité, donc de la vérité d'une pathologie, équivaut à une épreuve initiatique avec ces épisodes traumatiques affectant la compréhension de soi et l'ensemble des rapports avec autrui. C'est l'horizon de vie tout entier qui bascule. Donc finalement, ce à quoi le médecin répond aussi, alors peut-être que ça commence à faire beaucoup pour un seul homme, mais il répond à ce que Ricoeur ailleurs appelle l'angoisse existentielle de ne plus pouvoir être soi. Il me semble que c'est aussi ce qui se joue dans l'accompagnement médical, qui est celui du soignant. J'ai dit du médecin un peu par simplification et rapidité, mais c'est le soignant évidemment en général. Et cet accompagnement passe par, là encore, un paradoxe, puisqu'il faut aider le patient à comprendre que la plupart du temps, il n'a pas envie de comprendre ou qu'il n'a pas envie d'entendre, l'accompagner vers l'idée, la réalité d'une vie qui parfois est diminuée et comprendre ce qui est encore possible comme vie ou quelle forme de la vie peut encore avoir. Donc, dans la douleur, la souffrance n'est pas la douleur, Ricoeur va détailler ces différents moments de cette catastrophe intime. On pourrait dire donc que ces 3 moments, je les évoque très rapidement, mais donc le désastre de la parole, le désastre de l'action et l'incapacité à s'estimer soi-même. On pourrait dire que la pratique du soin tend à rétablir chez le sujet cette capacité à parler de soi, c'est-à-dire à se penser à la première personne, c'est-à-dire comme étant au moins potentiellement le sujet d'une action. Et par la suite, c'est au moins dans cette imagination de soi, comme on l'évoquait tout à l'heure, imagination de soi comme acteur, que le sujet peut restituer ou réparer, soigner une partie de cette estime de soi brisée. Donc on a ici un rôle du soignant pour rétablir quelque chose comme un sentiment positif de soi dans une expérience où le malade précisément peut avoir l'impression d'une diminution, d'une dévaluation, voire d'une perte radicale de valeur. Et c'est bien ce que voit aussi dans la maladie ce regard du dehors qui a déjà été évoqué, donc je ne vais pas non plus trop m'y attarder, mais effectivement dans le texte qui s'intitule « La différence sur le normal et le pathologique comme source de respect », Ricoeur va montrer comment, donc il le fait à la suite de la lecture de Canguilhem, qui a écrit, comme vous le savez, le normal et le pathologique, va montrer comment la maladie est autre chose que ce que le regard de l'extérieur y voit. C'est-à-dire, elle n'est pas seulement une diminution, elle est même autre chose radicalement qu'une diminution. Et ce qui est intéressant, alors je n'ai pas le temps de détailler, mais Monsieur Monteil tout à l'heure parlait de l'insolence de la santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un changement dans la pensée de Ricoeur, c'est-à-dire la manière dont il définit la santé dans les années 50, quand il écrit Philosophie de la volonté. C'est une manière qui est marquée précisément par cette espèce d'insolence. On a dans ces textes initiaux l'idée que la vie est puissance tutélaire, puissance bienveillante qui me soutient comme les vagues me portent, etc., etc. Et puis au fur et à mesure que Ricoeur réfléchit sur ces questions, influencé sans doute par la lecture de Canguilhem, il montre que la maladie est autre chose, qu'elle est un travail constant d'adaptation de l'organisme à un environnement différent. Un travail qui est à la fois un travail biologique, mais qui est aussi un travail psychologique du patient, qui doit
se redéfinir au sein d'un système de normes modifiées par la maladie. Donc la maladie n'est pas seulement diminution, mon corps n'est pas seulement puissance sournoise, comme Ricoeur le disait dans les années 50, mais dans les années 2000, ce qu'il est amené à dire, c'est que dans la maladie, on voit le malade faire un travail très difficile d'adaptation et de redéfinition. Et précisément, il n'y a peut-être que le médecin qui est capable de voir ce travail-là du malade. Donc, le regard du dehors, celui de la société sur la maladie comme expérience de diminution qui agresse le patient et qu'il a tendance lui-même à reporter dans sa propre lecture de lui-même, ce qui est source de mésestime évidemment, doit être d'une certaine manière compensé parce que le médecin est capable de voir dans le patient, le médecin ou peut-être celui qui accompagne le malade, n'importe qui le soigne, que ce soit de manière professionnelle ou non professionnelle. Ce qu'il faut être capable de voir, c'est comment le malade, y compris dans les moments les plus ténus de son existence, dit Ricoeur, vivant jusqu'à la mort, il est capable de mobiliser les ressources les plus profondes de la vie. Il faut donc sortir de notre perspective où nous sommes un peu ivres, dit Ricoeur. En fait, il dit que nous sommes dans l'ivresse de la santé. Il pose la question, qu'est-ce qui peut nous dégriser ? Il faut sortir de ce sentiment que nous sommes immunisés contre la mort, que rien ne peut mordre sur le désir d'être. Et il faut recomprendre autrement l'effort d'exister. Donc se délivrer de ce regard des autres qui porte sur le malade un jugement dépréciatif, qui associe le malade à un être passif et qui voit quelle forme d'activité est à l'œuvre et quelle forme d'effort le malade fournit dans cette expérience. Donc il y a quelque chose finalement comme un travail invisible et épuisant du malade pour tenter de toujours réinstaurer une norme de vie, une certaine habitude de vie pour reconstruire un involontaire que la maladie a défait. Et Ricoeur, il me semble, comprend cela en relisant Canguilhem et cette question de la distinction entre le normal et le pathologique. Donc, pour finir, ce qui est bien en jeu, et là aussi ça a déjà été très bien dit, donc je ne vais pas répéter inutilement ces choses-là, mais c'est la question du regard qui est porté sur le malade et l'importance donc effectivement de continuer à voir dans le malade, quel qu'il soit, un être vivant, même dans les battements les plus infimes de la vie. Et cette capacité, elle est celle sans doute du médecin et du soignant ou de celui qui accompagne le malade dans sa maladie, que ce soit les derniers moments de sa vie ou que ce soit des moments de crise dans son existence. Il y a donc une polarité du vivant, c'est ce que disait Canguilhem, qui est reprise par Ricoeur, qui est aussi une polarité de la médecine ou de celui qui soigne, et qu'on retrouve, il me semble, dans ces derniers textes. L'enjeu, Ricoeur le dit très clairement, c'est la reconnaissance de soi par soi, et le rôle du médecin dans ces cas-là va être de restaurer ce que Ricoeur appelle le courage d'être, face à une méconnaissance ou un déni de dignité qui est souvent l'effet de ce regard du dehors. Donc le médecin va jouer un rôle essentiel dans la capacité à contrebalancer ce regard du dehors et à restaurer l'estime de soi du patient, parce qu'il voit la résistance dans la souffrance, il voit que la souffrance, comme dit Ricoeur, est une endurance en dépit d'eux. Et c'est ça, dit Ricoeur, qui fait que le médecin, peut-être plus qu'un autre, est capable d'accorder au patient une estime dédoublée ou une suppléance d'estime parce qu'il sait cette tension et cet effort qui est celui du malade. C'est donc dans un regard dont Ricoeur dit qu'il a une qualité non médicale, c'est tout simplement un regard humaniste et humanisant qui voit la vie dans ces moments les plus tragiques, mais toujours des moments vivants. Reste une question, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, une question sur laquelle je voudrais revenir, enfin deux en fait, mais je vais faire rapidement. C'est la question qui est posée à un moment par Ricoeur dans La souffrance n'est pas la douleur, qui est celle du statut de ces patients qui souffrent tellement qu'ils ne sont plus capables de s'estimer eux-mêmes. C'est-à-dire ils sont dans l'impuissance de s'estimer eux-mêmes. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut encore faire pour ces patients
qui précisément parce qu'ils ont été complètement débordés par cette souffrance, envahis par cette souffrance, ne sont plus capables d'avoir aucune estime pour eux-mêmes. La question étant celle de l'articulation entre le sujet, la dignité et la souffrance. Comment rendre la souffrance supportable pour que on estime que sa vie soit encore digne d'être vécue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations? C'est une question qui reste ouverte chez Ricoeur, et donc je n'aurai pas la prétention d'y répondre, mais ça me paraît une question essentielle. Qu'est-ce qu'on fait face à un patient qui n'est plus capable de s'estimer lui-même? Autre point, puisque ça a été brièvement évoqué dans le début, c'est l'effet c'est le sujet d'une vraie réflexion de Ricoeur, mais je ne la développerai pas ici. Il insiste sur la question de la solidarité. Et peut-être qu'il faut revenir sur cette idée d'un coût du soin, puisque c'est très actuel, et défendre l'idée utopiste, mais moi je suis philosophe, donc je peux me le permettre, d'un soin qui soit la marque de notre humanisme et de notre solidarité. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a au moins un domaine où la perspective financière ne doit pas primer sur le souci de l'humain, et qu'il y a peut-être un domaine où le point de vue logique, froid et rationnel doit passer après une forme de folie, de démesure. Ricoeur dit d'absurdité. Effectivement, c'est absurde de soigner quelqu'un alors qu'on sait qu'il va mourir. Mais pourtant, peut-être que c'est là la marque de notre humanité et que c'est ça qui doit être prioritaire sur une logique du coup. Et je voudrais finir sur une citation d'un romancier qui est Philippe Forest, et de l'un de ses textes qui s'intitule « Tous les enfants sauf un », où il donne sa définition d'une solidarité dans le soin qui serait la marque de notre humanité. Il dit la chose suivante, c'est un passage un peu long, mais je pense qu'on peut se le permettre. Il m'est arrivé une fois dans ma vie de me sentir fier d'être français, et ce n'était certainement pas lors de la Coupe du Monde de football de 1998. C'est lorsque j'ai réalisé quelle protection assurait l'hôpital français aux patients atteints d'affections graves. Je me souviens plus précisément de cette petite fille africaine débarquée de l'avion sur un brancard, arrivée en plein milieu de la nuit dans les couloirs de l'Institut Curie, défigurée par une énorme tumeur. Je me souviens aussitôt d'avoir pensé qu'elle était perdue, mais qu'il était juste, quel qu'en soit le coup absurde, qu'il y ait quelque part dans le monde où elle puisse trouver refuge, guérir ou bien mourir, et que ce lieu se trouvait dans le 5e arrondissement de Paris. Je vous remercie.